C'est vraiment visé dans les périodes à risque, là. Donc, on va voir, il y a deux situations particulières qu'on va revoir à travers la présentation. Donc, on a, comme je disais tantôt, trois éléments qu'on va renforcer par rapport au code vert. Hein. Le code vert continue à s'appliquer, c'est en tout temps, mais au niveau du code jaune, on va renforcer des points particuliers selon deux situations. Donc, la première, c'est lorsqu'il y a une demande d'accès de zone à risque préliminaire parce qu'il y a un site suspect. Donc, l'ECMA va vous envoyer un communiqué. Donc, ça fait depuis cette zone-là était de 3 km. Maintenant, depuis le cas de cette semaine, on ajoute une zone jaune comme ça, qu'on appelle une zone de vigilance. Puis dans cette zone de vigilance-là, on propose d'appliquer les mesures qui sont dans le code, dans ce code-là, mais seulement cette première partie-là qui est l'accès au poulailler. Donc, ils vont s'appliquer pendant la période du moment qu'il y a qu'il y a une déclaration de la zone à risque préliminaire, jusqu'à temps que l'Agence canadienne va, elle, mettre en place la zone à risque, la zone de contrôle primaire. Puis à ce moment-là, dans toute la zone de 10 km, ça va être le code orange qui va s'appliquer. Donc, pour quelques jours, quand on est autour d'un cas qui est suspect, ben, on peut augmenter là, nos mesures pour essayer de prévenir l'introduction, même si on est un petit peu plus loin du cas. Fait que, si ça nous inquiète, on peut appliquer ces mesures-là. Encore là, on renforce les mesures du protocole vert de biosécurité courante, toujours dans la même idée là, de venir protéger là, la zone d'accès restreinte, donc le poulailler, surtout les personnes, les oiseaux sauvages, pour éviter d'introduire des pathogènes. Donc, il y a trois éléments qu'on va parler, les producteurs, les employés du site de production, les véhicules et des visiteurs des véhicules de service, finalement, des aspects de nettoyage relatifs aux poulailler. Donc, la première chose, c'est qu'on va introduire le fait qu'on devrait protéger la cour. Donc, soit d'avoir des chaussures dédiées à la cour ou des couvre-chaussures qu'on va mettre dans la cour, étant donné que la cour est possiblement contaminée. Plus de risques qu'on sait qu'il y a de la maladie proche. Fait que ça se pourrait que notre cour soit contaminée. C'est vrai pour le producteur, mais c'est la même chose qu'on demande aussi aux 5 autres services aux 5 autres clientèles. Puis on rappelle ici pour les gens qui n'appliquent pas un changement complet d'équipement de protection individuelle, des EPI, mais de le faire. Donc, de mettre en place des survêtements, des surbottes, le lavage des mains, pour faire peut-être un rappel aussi à notre gang, à nos employés, pour être sûr que les gens là, sont en mode d'éveil, qui surveillent tous ces aspects-là. Ensuite de ça, c'est le moment de revoir peut-être si on a plusieurs poulaillers, plusieurs sites, essayer de limiter le nombre de visites dans chaque poulailler. Si on a plus du personnel qui peut travailler à chacun des sites pour éviter qu'il y ait de la contamination entre les sites. Donc, c'est le genre de choses-là qui peuvent être réfléchies. Ensuite de ça, aussi éviter tout contact avec d'autres sites avicoles. Donc, c'est des visites là, de sites avicoles qui ne seraient pas nécessaires ou des endroits où des oiseaux sauvages se tiennent ou des basses-cours ou des encans. Donc, éviter vraiment d'aller à ces endroits-là dans ces moments-là très critiques. Et si ça se fait, bien, toujours penser qu'il faut qu'il y ait un moment où on va se décontaminer au niveau donc se doucher, changer de vêtements, laver les vêtements au retour. Ensuite de ça, planifier un peu plus, donc s'assurer qu'à ce moment-là, que seules les visites essentielles sont faites au site. Donc aussi, on peut planifier un peu plus les collectes puis les livraisons. S'il y a des choses qui peuvent être repoussées ou essayer de regrouper les livraisons, de mouler, de gaz, donc pour qu'il y ait le moins de circulation possible sur le site. Donc, essayer de planifier dans ce sens-là. Donc, ça va diminuer le nombre de visites. De même chose pour les visiteurs. Si on n'a pas besoin de venir, on peut repousser à plus tard ces visites-là.
Donc, en gros, c'est qu'est-ce qu'on retrouve ici là, pour les visiteurs et les véhicules de service. Ensuite de ça, on demande aux visiteurs et véhicules de service faire le port de couvre-chaussures dans la cour. Donc, des visiteurs, ça peut être, donc on leur demande de se stationner au début de la cour ou dans le stationnement, en dehors de la zone d'accès contrôlé, puis en sortant de leur véhicule, de mettre des couvre-chaussures. Pour les conducteurs de véhicules de service, avoir des couvre-chaussures lorsqu'il sort de son véhicule se promener dans la cour. Puis finalement, si on travaille avec des équipes de transfert d'oiseaux, de vaccination, d'insémination, de capture partielle, ben là, c'est bien important qu'il y ait le port des équipements de protection individuelle complets pour éviter justement cette contamination-là. Ensuite de ça, ben, les étapes de décontamination sont toujours importantes, mais à ce moment-là, on peut s'assurer qu'ils soient appliqués et augmenter leur fréquence. Donc, chaque ployer on pourrait nettoyer, laver, désinfecter les équipements et puis le matériel nécessaire quand on va aller d'un ployer à l'autre pour ces équipements-là. Les entrées, on peut avoir un balayage, même un nettoyage quotidien des entrées et une désinfection pour s'assurer que si l'introduction d'un agent pathogène, on en prend soin. Bon, pour les mêmes choses pour les entrepôts d'œufs, le même principe. Ensuite de ça, au niveau des véhicules, des équipements de nettoyage, si on a à s'introduire dans les ployers, ben, c'est bien important de les nettoyer avant de s'introduire dans les ployers. Parce que là, on peut entrer à ce moment-là les pathogènes de l'extérieur. Puis on rappelle ici qu'il y a d'utiliser des produits désinfectants qui sont reconnus. Puis entre autres, il y a l'ECMA a des listes pour certains agents pathogènes. Et puis entre autres, un pour l'influenza aviaire. Donc, c'est la première étape qu'on propose d'utiliser dans cette zone de surveillance-là qui est suscitée lorsqu'il y a un cas suspect. Il y a deux autres sections à ce protocole-là. Donc, la gestion des cadavres d'oiseaux, de fumier et d'ordures, puis un autre sur les mesures de sécurité liées aux oiseaux sauvages. Donc, ces deux sections-là ont été, c'est des applications volontaires. Donc, ça peut être dans des épisodes d'influenza aviaire où il y a de la migration, de la nidification, de la présence d'oiseaux sauvages. Quand il y a plus d'animaux ou d'oiseaux charognards qui sont en activité là, dans notre secteur, lorsqu'on fait des travaux au champ ou lorsqu'il y aurait de la chasse aux oiseaux sauvages. Donc, c'est toutes des mesures qui sont proposées dans ce sens-là pour que ce soit des références lorsqu'il y a ces activités-là. Toujours dans le même sens, on contrôle nos zones, on évite l'introduction des pathogènes à l'intérieur, puis pour que cette contamination croisée-là ne soit pour la prévenir. Donc, on a ces trois sections, donc la gestion des cadavres d'oiseaux, la gestion du fumier et des ordures dans cette intertitre-là. Donc, ici, tout ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle, c'est vraiment important à ce moment-là, que ce soit qu'on ait des conteneurs de cadavres d'oiseaux et de déchets étanches. Donc, parce qu'on sait qu'il y a eu des contaminations suite à des cas d'influenza aviaire, où il y a eu des conteneurs qui ont été identifiés, où il y avait des moufettes, des ratons laveurs ou des charognards qui ont eu accès à des cadavres contaminés. Donc, c'est vraiment important à ce moment-là d'augmenter la vigilance sur cet aspect-là. Ensuite de ça, au niveau de l'épandage fumier, encore là, on rappelle de soit amener les fumiers dans les structures permanentes ou les sortir de la cour, parce qu'encore là, c'est des attractifs très forts pour les charognards. C'est important de le faire. Puis si on fait des pendages, avoir des remorques étanches, s'assurer de ne pas dépasser la capacité de chargement de la remorque pour ne pas contaminer les chemins finalement quand on prend les chemins publics.
Donc, puis éviter de dépendre près des poulaillers, puis dans les journées où il y a beaucoup de vent, qui ferait qu'on augmenterait le risque à ce moment-là là, de contamination des poulaillers à proximité. Donc, c'est ce que cette deuxième section-là fait. La troisième, elle va parler tous des risques reliés aux oiseaux sauvages, toujours dans le même sens pour protéger les zones. Donc, on a 4 intertitres. Donc, les mesures spécifiques liées aux poulaillers, les travaux au champ, tout ce qui a rapport à l'éloignement des oiseaux sauvages, et finalement, la chasse récréative aux oiseaux sauvages, pour ceux qui en font. Donc, on a mis ici des mesures proposées, entre autres, par l'Agence canadienne lorsqu'il y a l'introduction de poulailles, de poussins dans une région qui a des risques d'influenza aviaire. Donc, de chauffer le poulailler après l'entrée de la nouvelle litière à 30 degrés Celsius pendant 3 jours. Donc, on a ramené ça ici. Mais aussi l'idée qu'un poulailler qui a été visité, donc qui a été vidé, donc avec des équipes de capture, des entrées de sorties de tracteurs avec des gens qui étaient sales, donc contaminés par ce travail-là. Donc, isoler ce poulailler-là, donc le mettre en quarantaine. Puis si on est vraiment à risque, où on pense qu'on est à risque, on peut appliquer le nettoyage, lavage, désinfection avec évidemment le vide sanitaire, qui est toujours des étapes là, qui nous protègent contre la multiplication des agents pathogènes. Ensuite de ça, on rappelle ici que pour les gens qui ont des parcours, que c'est un moment où on peut prévenir de sortir les oiseaux, puisque c'est une période de migration à risque. Il y a plus de chances de contamination. Donc, ces gens qui font ce genre d'élevage peuvent avoir la réglementation sur leur côté à ce moment-là. Ensuite de ça, pour ce qui est des travaux au champ, ben là, c'est bien, mais on rappelle que c'est important de diviser des activités au champ et des activités sur le site de production. Donc, avoir du personnel qui est dédié ou encore du personnel qui vont se doucher, se changer avant de passer surtout des champs à l'intérieur des poulaillers. Puis c'est la même chose pour les équipements. Donc, avoir des équipements dédiés aux champs, c'est ça qui serait le moins à risque. Par contre, si on n'a pas ce luxe-là, ben, d'avoir une étape de lavage, désinfection des équipements avant de les introduire là, dans la cour et dans le poulailler. Donc, c'est qu'est-ce qu'ici on rappelle, et aussi d'éviter de se promener dans la cour avec des véhicules qui auraient beaucoup de résidus organiques, donc de la boue, des végétaux, là, comme du maïs ou des épis de maïs qui pourraient avoir été contaminés là, dans les champs. Donc, avoir cette étape-là de couper là, le contact avec le site de production. Puis au niveau des stationnements des tracteurs, encore là, on propose de les mettre ailleurs que sur le site de production. Ensuite de ça, on parle de l'éloignement des ours sauvages. Donc, on rappelle que finalement, il y a différents risques là, qui peuvent amener ça. Donc, les aliments de volaille, le fumier, les cadavres d'oiseaux, les flaques d'eau. Donc, éliminer toutes ces sources-là pour que les oiseaux sauvages ne soient pas attirés vers le site de production. Même chose pour les sites de nidification. Donc, vérifier pour tout site de nidification des endroits où il pourrait y avoir des nids qui se fassent ou encore des endroits où il y aurait du perchage qui se fait ou encore des visites à cause de l'eau stagnante. On rappelle ces éléments-là. Ensuite de ça, au niveau de l'effarouchement, pour éloigner les oiseaux, ça peut être un problème. Donc, on a rapporté les méthodes qui sont favorisées. Donc, il y a différents types de répulsifs, sonores, visuels, donc comme la façon dont le faire.
Puis il y a aussi des firmes spécialisées qui font ce genre d'activité-là. Donc, c'est pour vous orienter sur, si jamais on se pose la question, qu'est-ce que je peux bien faire avec ce problème-là? Ensuite de ça, il y a où, à qui se renseigner, hein, si jamais on voulait se débarrasser de certains problèmes d'oiseaux sauvages, comme la destruction d'œufs, de nids, ou relocaliser des oiseaux migrateurs. Donc ça, c'est au niveau fédéral, au niveau de l'Environnement et Changement climatique Canada. Donc vous avez la source. Puis si jamais quelqu'un voulait faire la chasse, mais là, c'est plus au niveau de ces oiseaux-là, c'est plus au niveau des permis de la chasse, au niveau de l'environnement et lutte contre les changements climatiques et faune et parcs au Québec. Donc, vous avez ces sources-là. Finalement, ben, on a des méthodes qui sont proposées pour les gens qui font la chasse aux oiseaux sauvages. Évidemment, si on pouvait l'éviter à ce moment-là, ce serait la meilleure chose. Sinon, ben, on rappelle qu'il faut que séparer complètement cette activité-là de ce qu'il y a à la ferme. Donc, avoir des vêtements, des véhicules, des équipements différents. Sinon, avoir des étapes de nettoyage, lavage, désinfection. Jamais ramener les prises dans la cour, hein, c'est une très mauvaise idée. Puis si jamais ben, on n'a pas encore là, on a fait cette activité-là, ben, quand on revient se doucher et se changer complètement de chaussures, de vêtements avant de retourner là, au travail dans les poulaillers. Donc, c'est qu'on retrouve dans ce protocole-là. Donc, c'est plus. Il y a beaucoup de rappels au niveau des mesures de biosécurité dans le poulailler. Et ensuite de ça, des mesures qui sont à risque par rapport à certains problèmes là, avec les oiseaux sauvages.